Inabo, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Tani, je suis originaire du Togo. Mon prénom signifie en langue Moba fille née le lundi. Je suis la présentatrice de l'émission Le Journal intime du Noir. Cette émission a pour but de traiter les différentes formes de racisme dont est victime le Noir dans ses relations avec les peuples à peau blanche. Le thème d'aujourd'hui portera sur ses relations professionnelles avec l'étranger. Je vais à chaque fois présenter un témoignage d'un Noir victime de racisme. À partir de ce témoignage, je vais analyser les comportements des personnes concernées et proposer des solutions pour contrecarrer ces pratiques racistes des peuples à peau blanche. Le mot étranger désigne tous les peuples à peau blanche sauf les albinos africains. Aujourd'hui, les vrais noms des personnes concernées seront mentionnés dans le témoignage. Cette émission est un soutien psychologique pour le peuple noir contre le racisme. Nous allons faire aujourd'hui la connaissance d'une élite africaine du nom d'Edmond Albius. Il était né en 1829 à Sainte-Suzanne en île de la Réunion. Sa mère était morte lors de l'accouchement et il n'avait jamais connu son père. Dès son jeune âge, il avait été envoyé pour travailler chez le botaniste Féréole Bélier-Beaumont qui était devenu son propriétaire. Edmond était orphelin, analphabète et esclave. Beaumont avait appris au jeune Edmond à s'occuper des différentes plantes de son jardin. Edmond faisait des tests avec les plantes de vanille. À l'âge de 12 ans, il fit une grande découverte qui a révolutionné la culture de la fleur de vanille. La vanille a une fleur de très bonne odeur que l'on utilise dans les repas, dans la pâtisserie, dans la cosmétique et autres. Grâce à la découverte d'Edmond, les cultivateurs de la vanille pouvaient désormais produire rapidement et en grande quantité les fleurs de vanille. Alors les colons avaient commencé à s'intéresser à lui pour apprendre plus sur sa découverte. C'était ainsi que certains colons cultivateurs étaient devenus très riches. Pendant la période d'esclavage, lorsqu'un esclave faisait des inventions, son maître lui volait ses inventions. Mais cela n'avait pas été le cas chez Edmond. Son maître, qui s'appelait Féréole Bélier-Beaumont, avait beaucoup lutté sans succès pour qu'Edmond soit récompensé pour sa découverte. Après son affranchissement de l'esclavage grâce à l'abolition de l'esclavage en 1848, Edmond avait pris Albius comme nom de famille. Il n'avait pas de nom de famille en tant qu'esclave. Le nom Albius signifie en latin « blanc ». Il s'était inspiré de la couleur blanche de la fleur de vanille pour choisir ce nom de famille. Il alla s'installer à Saint-Denis où il y travaillait comme cuisinier. Il fit la prison à cause de vol de bijoux. Son ancien maître avait plaidé en sa faveur pour qu'on réduise sa peine de prison de 10 ans à 5 ans. Cela fut ainsi. Un certain Jean-Michel Claude Richard voulait voler la découverte d'Edmond en prétendant qu'il avait en premier fait cette découverte. Une fois encore, Beaumont avait défendu la découverte d'Edmond en prouvant par une lettre à l'historien officiel de l'île de la Réunion qu'Edmond était le premier à faire cette découverte. Cette lettre a une importance capitale dans l'histoire de l'île de la Réunion. Edmond retourna vivre auprès des plantations de Beaumont où il épousa sa femme. Voici en quoi consiste la découverte d'Edmond. Il découvra une meilleure méthode à main de fécondation rapide des fleurs de la vanille sans utiliser les insectes. Les fleurs de vanille ont deux sexes, il y a les fleurs de vanille mâle ou homme et les fleurs de vanille femelle ou femme. La fécondation des fleurs de vanille femelle se fait de manière naturelle par les abeilles et le vent. La fécondation des fleurs de vanille femelle se fait par le transport du pollen ou de la poudre des fleurs de vanille mâle par le vent, ou les abeilles sur les fleurs de vanille femelle. À la grande surprise de tout le monde, c'était cet enfant esclave et analphabète de 12 ans qui avait pu trouver cette solution révolutionnaire. Il avait découvert la partie de la fleur de vanille qui doit être saupoudrée de pollen pour produire le haricot. Il utilisa un brin d'herbe pour séparer les deux volets des fleurs et féconder correctement la plante. Malheureusement, Edmond mourut pauvre le 9-8 1880 à l'hôpital de Sainte-Suzanne en île de la Réunion. Avant sa mort, il n'avait jamais profité de son invention et demeura pauvre. 100 ans après sa mort, le maire de l'île de la Réunion avait honoré Edmond Albius en érigeant une statue de lui, en donnant son nom à une rue et à une école. Partagez au maximum cette vidéo et tirez des leçons de la vie d'Edmond Albius. Être sous la domination d'un autre peuple n'est pas du tout bon, donc le peuple noir doit continuer à lutter pour son indépendance totale des nations impérialistes. Bref, malgré son jeune âge, son statut d'esclave, d'analphabète et d'orphelin,
Edmond avait une très grande confiance en soi et avait réalisé son rêve révolutionnaire à travers sa découverte. Même les scientifiques qui avaient la peau blanche, qui avaient été à l'école et sont des esclavagistes, n'avaient pas pu faire cette découverte révolutionnaire. Comme leçon à retenir, le degré d'intelligence d'un être humain ne dépend ni de son âge, ni de la couleur de sa peau, ni de son statut social, ni de l'école. Peuple noir, crois en ton Dieu et en toi-même, puis réalise tes rêves dont le plus cher est de t'affranchir totalement des peuples qui sont depuis des siècles contre ton élévation. C'est la fin du récit. Maintenant je vais passer à la phase d'analyse du témoignage en décrivant le comportement des personnes concernées et en proposant des solutions pour contrecarrer le racisme. Premier comportement du botaniste Féréole Bélier-Beaumont. Edmond avait été envoyé très tôt dans son enfance pour travailler chez le botaniste Féréole Bélier-Beaumont qui était devenu son propriétaire. Comment aurait dû Edmond agir face à cette situation? À cause de son jeune âge, on ne peut pas attendre de lui qu'il critique le système esclavagiste et raciste qui existait en son temps aux USA. Mais si son soi-disant propriétaire était vraiment humaniste, il aurait dû affranchir Edmond dès son enfance de l'esclavage. Il ne devrait pas le considérer comme son propriétaire, mais plutôt comme un bienfaiteur qui a accueilli un orphelin. Bref, un enfant noir sans défense, sans protection de ses parents était victime du système esclavagiste et raciste américain. Il était tout seul dans ce monde cruel. Deuxième comportement du botaniste Féréole Bélier-Beaumont. Edmond était orphelin, analphabète et esclave. Beaumont avait appris au jeune Edmond à s'occuper des différentes plantes de son jardin. Comment aurait dû Bélier-Beaumont agir face à cette situation? Il aurait dû apprendre à Edmond au moins à lire et à écrire, ensuite à s'occuper des plantes de son jardin. Premier comportement d'Edmond Albius. À la grande surprise de tout le monde, c'était cet enfant esclave, analphabète de 12 ans qui avait pu trouver cette solution révolutionnaire. Il avait découvert la partie de la fleur de vanille qui doit être saupoudrée de pollen pour produire le haricot. Il utilisa un brin d'herbe pour séparer les deux volets des fleurs et féconder correctement la plante. Que pensez-vous d'Edmond? Il est un grand modèle et un témoignage vivant de son créateur qui a montré aux yeux du monde que la sagesse, l'intelligence n'a ni âge, ni couleur de peau, ni statut social, ni niveau scolaire. Edmond Albius est une consolation divine pour le peuple noir, afin de l'aider à se débarrasser de son complexe d'infériorité dû au colonialisme et est aussi une preuve que le racisme des peuples à peau blanche est basé sur un fondement illogique et mensonger. Troisième comportement du botaniste Féréole Bélier-Beaumont. Pendant la période d'esclavage, lorsqu'un esclave faisait des inventions, son maître lui volait ses inventions. Mais cela n'avait pas été le cas chez Edmond Albius. Comment auriez-vous dû agir face à cette situation? Les Noirs dont les esclavagistes avaient volé les inventions, devraient trouver des moyens pour les punir sévèrement. Si ces esclavagistes dépensaient leurs énergies à trouver des stratégies diaboliques pour opprimer les Noirs, les victimes devraient être dynamiques pour ne pas laisser impunis leurs oppresseurs. Les stratégies pour établir la justice, le respect doivent être adaptés aux stratégies d'oppression mises en place par les oppresseurs. Le botaniste Féréole Bélier-Beaumont avait fait ici preuve d'humanisme en se retenant de voler la découverte d'Edmond. Premier comportement des cultivateurs blancs. Grâce à la découverte d'Edmond, les cultivateurs de la vanille pouvaient désormais produire rapidement et en grande quantité les fleurs de vanille. Alors les colons avaient commencé à s'intéresser à lui pour apprendre plus sur sa découverte. C'est ainsi que certains colons cultivateurs étaient devenus très riches. Comment aurait dû Edmond agir face à cette situation? C'est à 12 ans qu'Edmond avait fait sa découverte. C'était un grand avantage pour les cultivateurs blancs, car ils avaient exploité la découverte d'Edmond pour s'enrichir sans lui payer la somme qu'il méritait. Edmond n'était qu'un enfant sans défense. De plus, animés par leur esprit opportuniste, ils n'avaient pas honte de se faire enseigner par le petit noir Edmond. Comme ils étaient vivement dans le besoin, ils avaient su maîtriser leur tendance raciste pour se rapprocher d'Edmond. Si Edmond était un adulte, il aurait cherché des stratégies pour sécuriser son invention et aussi pour être payé selon son mérite. En fonction des ressources ou opportunités qu'il aurait eues, il aurait pu trouver des stratégies pour contrecarrer le système raciste qui l'empêcherait de profiter de son invention. Deuxième comportement d'Edmond. Après son affranchissement de l'esclavage grâce à l'abolition de l'esclavage en 1848, Edmond avait pris Albius comme nom de famille. Il n'avait pas de nom de famille en tant qu'esclave. Le nom Albius signifie en latin blanc.
Il s'était inspiré de la couleur blanche de la fleur de vanille pour choisir ce nom de famille. Comment aurait dû Edmond agir face à cette situation? J'apprécie le fait qu'Edmond n'ait pas pris le nom de son ancien maître. Je trouve aussi bien qu'il s'était inspiré de la couleur blanche de la fleur de vanille pour se choisir le nom de famille Albius, au lieu de s'inspirer de la couleur de peau des esclavagistes par motif de complexe d'infériorité. Ce que j'apprécierais est que malgré qu'il soit orphelin et coupé de son origine culturelle, il aurait dû s'inventer un prénom et un nom de famille en associant par hasard des mots. L'essentiel est que ces noms ne devraient ni avoir d'explication, ni avoir une origine culturelle des oppresseurs. Ce comportement aurait été une révolte contre le colonialisme. Cette révolte doit se faire dans les moindres choses de la vie, où l'on remarque une forme d'aliénation quelconque. Premier comportement d'un colon escroc. Un certain Jean-Michel Claude Richard voulait voler la découverte d'Edmond en prétendant qu'il aurait en premier fait cette découverte. Une fois encore, Beaumont avait défendu la découverte d'Edmond en prouvant par une lettre à l'historien officiel de l'île de la Réunion qu'Edmond était le premier à faire cette découverte. Comment aurait dû Edmond agir face à cette situation? L'incident s'était passé lorsqu'Edmond était déjà adulte. Il est vrai qu'à cause du système raciste de la société américaine, Edmond n'aurait pas pu gagner le procès contre cet escroc blanc. Malgré cela, il aurait dû trouver une stratégie adaptée à l'esprit d'escroc de ce colon pour établir la vérité et la justice. Le comportement de Beaumont est à apprécier lorsqu'il prit la défense d'Edmond. Mais cela ne suffit pas. Car en ce qui concerne la révolte contre le colonialisme, le racisme, un noir ne devrait pas se contenter de la défense d'un blanc pour obtenir justice, mais il devrait aussi ajouter son propre ingrédient. C'est presque la fin de l'émission. Cette émission met en lumière quelques comportements racistes des peuples à peau blanche contre le noir. Tout le monde entier profite de la découverte de ce petit enfant noir, esclave et analphabète, car c'est grâce à cette découverte que la production de la vanille a augmenté et qu'on l'utilise dans les repas, les pâtisseries, la cosmétique, etc. Malgré sa grande découverte, la plupart des peuples à peau blanche et à peau noire ne connaissent pas Edmond Albius, car la plupart des écoles n'enseignent rien à son sujet. Le peuple noir doit fixer les regards sur Edmond Albius pour combattre son complexe d'infériorité, pour avoir sa confiance en soi, pour avoir une raison saine, pour redevenir les grands bâtisseurs de grandes civilisations comme à l'époque avant la colonisation, pour se révolter contre le colonialisme, etc. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers ce conseil et cette belle photo de Foufou d'Igname aux feuilles de patates douces. À votre attention, il existe deux formes de racisme. Il y a le racisme ouvert où la personne blanche te dit ouvertement et grossièrement le mal qu'il pense de toi, ou t'attaque physiquement. Puis, il y a aussi le racisme subtil où la personne blanche se sert de l'humanisme pour masquer ses plans opportunistes. En nous référant au récit sur la vie d'Edmond Albius, la réduction du noir en esclave, le refus de récompenser le mérite d'Edmond pour sa découverte, l'enrichissement des colons à travers sa découverte pendant qu'il est demeuré pauvre sont des exemples de racisme ouvert et l'intérêt des esclavagistes porté à l'égard d'Edmond Albius pour apprendre sur sa découverte est un exemple de racisme subtil. Lorsque le noir est confronté au racisme d'un blanc, il est appelé à s'adapter à la situation. L'adaptation ne veut pas dire qu'il faut croire aux grossièretés, ou à l'intérêt opportuniste du raciste, ou à se laisser déstabiliser moralement, mais plutôt en devenant maître de la situation. On devient maître de la situation lorsqu'on prend conscience que le blanc raciste est esclave des préjugés, des frustrations culturelles inconscientes et des frustrations privées conscientes. Le blanc raciste est celui qui sent continuellement un vide en lui et a continuellement besoin de l'attention du noir pour combler ce grand vide. Pour ce faire, il invente des mensonges sur le noir pour le rendre plus petit que lui et invente par contre des mensonges sur lui-même pour se rendre plus grand que le noir. Lorsque le noir croit en ses mensonges et est démoralisé, alors le blanc raciste se sent grand et confiant en lui-même. Mais si le noir ne croit pas en ses mensonges, du coup le blanc raciste devient petit, car le grand vide et le manque de confiance le rattrapant. La recette d'adaptation au racisme du blanc que je propose au noir est de croire aux promesses de Dieu, en soi-même, en ses propres valeurs culturelles et en ses observations de la vie. Là où le blanc raciste prêchera le mensonge, le noir doit corriger avec la vérité. Là où le blanc raciste commettra l'injustice, le noir doit rétablir la justice. Là où le blanc raciste prononcera des malédictions masquées d'humanisme contre le
le noir doit renvoyer les malédictions à l'envoyeur. Si les nations du peuple noir étaient vraiment pauvres, les nations impérialistes ne s'y accrocheraient pas. Là où le blanc raciste sera à l'offensive, le noir doit être à la défensive. Très cher abonné, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.